Bonjour à tous et bienvenue dans Ultra Distance, le podcast 100% ultra où nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui repoussent les limites de l'endurance. On va se nourrir de ces expériences comme source d'inspiration et apprendre à se préparer au niveau physique, mental et nutrition pour affronter nos prochains défis. Ultra Distance, c'est un épisode par mois, tous les premiers lundis du mois. Je suis William. Et moi, c'est Mine. Nous sommes tous les deux des passionnés de trail running et nous sommes les cofondateurs de NAC, la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance. Nous avons décidé de démarrer ce podcast parce que dans le cadre de notre aventure avec NAC, on rencontre des personnes avec des histoires extraordinaires qui repoussent leurs barrières mentales et physiques. Et on s'est dit qu'on aimerait partager ces récits avec vous. Dans chaque histoire, il y a du voyage, de la découverte et beaucoup d'apprentissage. Nous parlons aussi de nutrition qui conditionne souvent la réussite d'une aventure. Pour ce deuxième épisode d'Ultra Distance, nous sommes heureux d'accueillir Élise Delannoy. Élise Delannoy est une ultra-traileuse française qui s'est notamment illustrée lors de l'UTMB 2019 en terminant à la 7e place. Durant la pandémie, elle s'est lancé le défi de battre le record du monde de D+D- sur 24 heures et elle est devenue la première femme à entrer dans le tableau des records dans lequel elle apparaît aujourd'hui au 5e rang overall. C'est une incroyable aventure que nous allons découvrir avec elle dans cet épisode. Bonjour, c'est Élise Delannoy et bienvenue dans Ultra Distance. Élise, pour briser la glace, j'aimerais te poser une question qui est: comment as-tu commencé à courir ? Raconte-nous un petit peu ton histoire avec la course à pied. Alors, moi j'ai commencé très tard pour la petite histoire. Quand j'étais enfant, en fait, j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs, donc j'étais à la campagne, donc j'avais pas accès à tout ce qui était structure sportive. J'étais tout le temps dehors à crapahuter. Déjà, j'avais cette notion de besoin d'être dehors, mais j'ai vraiment commencé à courir à l'âge de 18-20 ans, quand j'étais étudiante. Donc c'était très tard comparé à d'autres trailers qui démarrent plus avec l'athlétisme ou avec quelque chose de spécifique où les parents les amènent au sport. Moi, c'est vrai que c'est moi-même toute seule qui a commencé à courir 20 minutes, une demi-heure. Ça me plaisait bien. Et puis après, j'ai allongé les distances, quoi. Je voulais savoir si tu avais commencé à courir en fait pour d'une raison de santé, te remettre en forme, ou c'était quoi l'idée derrière ? Quand j'étais étudiante, c'était prendre l'air parce que j'étais à Lille, donc qui était une grosse ville, et j'avais ce besoin de me retrouver dans la nature. Et donc j'ai commencé comme ça à courir le soir après les cours. Et puis après j'ai pris goût. Je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Ça permettait aussi de maintenir la forme, pas prendre trop de poids parce que quand on est étudiant, ça peut aller vite. Donc c'était aussi un tout. Mais c'était sur des petites distances. C'est vrai que j'étais pas à ce niveau-là, mais j'ai toujours aimé faire du vélo. Je faisais aussi pas mal de vélo aussi en parallèle. Et puis après j'ai rencontré mon mari qui était un grand sportif et on a commencé à faire du raid ensemble. Et là, j'ai commencé à allonger les distances et à voir que l'effort long, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai démarré sur du longue distance en faisant des raids vers 22 ans, quoi. À quel moment tu t'es rendu compte que tu avais des qualités en course à pied ou en sport d'endurance ? En démarrant, en fait, si, je m'en suis rendu compte au collège, parce que je gagnais le cross du collège sans m'entraîner. Donc ça, je savais qu'il y avait quand même du potentiel et que j'avais pas exploité. Mais voilà, je faisais les crosses départementaux, régionaux, sans m'entraîner. Et donc je savais que j'avais du potentiel. Et quand j'ai commencé à faire du 5 km sur route ou 10 km, je faisais des podiums aussi facilement sans faire d'entraînement spécifique. Donc il y avait quand même une petite part de génétique. Et du coup, avant tes études, justement, c'était quoi tes sports de prédilection ? Est-ce que tu as toujours pratiqué beaucoup de sports ou la course à pied, ça a été justement la première épreuve que tu as essayé ? Non, ça a été la course à pied, c'était la première, ouais, quand j'ai été étudiante, parce qu'avant, j'avais pas de possibilité d'avoir une structure à côté de chez moi pour faire autre chose, avoir une salle de sport. Après, j'ai fait des activités associatives avec le collège. Bon, c'était du volleyball, des trucs classiques, mais jamais à un grand niveau ou en équipe ou le week-end. C'était vraiment dans le cadre de l'asso le mercredi après-midi, quoi. Donc,
je viens, on va dire, vraiment de la course à pied, mais tardivement, quoi. Ouais, c'est un parcours assez atypique. C'est vrai que comme tu le dis, habituellement, la plupart des sportifs pros qu'on voit à l'heure actuelle ont eu une carrière un peu plus dans l'athlé, ont commencé par des petites distances ou tu sais, travailler sur la track, puis sur la route, puis après ça, tu sais, découverte de la trail, et puis après ça, on se retrouve dans des plus longues distances. Mais c'est vrai que j'avais jamais entendu d'histoire comme ça. C'est ça. En fait, quand je fais l'analyse, je peux dire que c'est une petite fierté, c'est que j'ai pas eu les parents ou la famille qui m'a amené au sport, et que entre guillemets, je me suis fait toute seule au fur et à mesure, et sans m'en rendre compte. C'est maintenant en faisant le bilan où je me dis ah ouais, quand même, le parcours il est quand même sympa. Donc c'est vrai que c'est en vieillissant que je me rends compte. Et ça va motiver tous les gens qui nous écoutent pour se mettre au sport et puis se découvrir des belles prédispositions alors. Exactement, il est jamais trop tard, mais il faut y aller par étapes, quoi, parce qu'après faut pas non plus surcharger le corps, parce que ça peut le traumatiser, et c'est là où on se blesse, et ce serait trop dommage en démarrant de devoir arrêter, quoi. Donc c'est étape par étape. Ouais, ce qui est fou aussi, c'est que tu viens du Pas-de-Calais. C'est un endroit où il n'y a pas de montagne, et t'es devenue ultra-traileuse. C'est ça. C'est pour ça aussi après que j'ai déménagé en Haute-Savoie là depuis 1 an et demi bientôt, parce que c'était un besoin, et faire des entraînements sur des terris, c'est sympa hein, de faire le hamster, mais il y a pas le plaisir, et que maintenant j'ai vraiment plaisir à courir pendant plusieurs heures, et c'est beaucoup plus facile, je pense aussi, d'appréhender un ultra en étant dans cette région qu'en étant dans le Nord. C'est vrai que ma préparation UTMB, ça a été compliqué, parce que je doutais quand même de cette préparation au dénivelé, mais ça s'est fait. Mais je pense aussi que ça travaille énormément au niveau du mental, et quand on arrive le jour J, on a vraiment le couteau entre les dents en se disant je suis prête, parce que j'en ai tellement entre guillemets chié sur les entraînements qu'aujourd'hui il peut se passer n'importe quoi, ça va bien se passer. Ouais, tout à fait, mais c'est super intéressant ça. J'ai écouté un podcast justement de Alexandre Boucher, casquette verte, au micro justement de Yannick de Pas Sorti du Bois, qui lui en fait est parisien, s'entraîne en fait dans Paris, et a été capable de faire des très belles positions sur l'UTMB, ou encore gagner la Saint-Élion. Donc c'est quand même hyper intéressant de voir que même dans un environnement assez urbain, on est capable de faire du spécifique et de développer certaines autres qualités finalement pour pouvoir s'illustrer auprès des meilleurs ultra-trailers qui eux s'entraînent en altitude, justement dans des conditions vraiment spécifiques, quoi. Je pense que là-dessus c'est le mental qui compte pour réussir à tenir, et je pense que inconsciemment c'est la tête qui prend le dessus sur les jambes, malgré les souffrances. Par le manque de préparation, on peut pas se préparer aux descentes. C'est là où ça casse de la fibre. C'est là où on a vraiment mal. Et ouais, la tête prend le contrôle. Ouais, tout à fait. Et pour enchaîner sur justement la notion de faire le hamster, comme tu mentionnais, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure transition pour commencer à introduire donc le concept de ce 24 heures de D+, D- que tu as effectué donc en 2020. Donc pour remettre tout le monde en contexte, en fait, donc l'objectif c'est de faire le maximum d'élévation dans une durée en fait de 24 heures. La plupart des personnes vont choisir en fait une pente qui vont donc répéter à de multiples reprises. Dans ton cas, toi, le record a été établi donc à 16 513 mètres sur une boucle qui faisait 520 mètres de distance et exactement 59,4 mètres de dénivelé positif. Et donc, tu as complété 278 tours pour un total de 144 kilomètres. Donc c'est quand même assez impressionnant, et ça fait vraiment la transition sur faire le hamster. Donc parle-nous un petit peu de ce défi des 24 heures. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression, est né quand même assez récemment. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Comment t'es arrivé à te mettre sur la ligne de départ pour faire un tel défi, quoi? Alors, je remets dans le contexte. On est en 2020, l'année de toutes les inconnues, le Covid, le confinement, toutes les compétitions sont annulées. On ne sait pas comment ça va tourner, si en 2021 on pourra courir. Enfin, j'étais dans une inconnue. C'était au mois d'août, complètement un peu perdue. Je me disais que j'étais en forme. Je trouvais dommage de pas pouvoir utiliser cette forme. Et je me cherchais un peu au niveau sportif, qu'est-ce que je pourrais faire. Et j'ai lisé un article, donc on est fin août, hein. Je fais le défi le 21 septembre, on est le 30 août. Je lis un article de Trail Endurance Mag où je vois que Patrick Bohard tente le record.
Et le record, il établit, donc c'était juste après, et qu'Aurélien Dulin-Palace allait le tenter peu de temps après. Et je vois dans l'article qu'aucune femme n'a tenté le défi. Et donc là, j'ai comme une illumination, comme dans une BD, là, la petite ampoule qui apparaît, et je me dis, c'est bon, j'ai trouvé mon défi, j'ai trouvé quelque chose qui va me motiver. J'avais envie de me dépasser, j'avais besoin. On était tous coupés un petit peu de tout le monde, de créer en fait quelque chose où il y avait de l'émotion qui allait être là. Comme je savais aussi que j'allais déménager, je voulais faire un au revoir à ma région du Pas-de-Calais. Et ce qui symbolise le Pas-de-Calais, c'est le terril, et c'est là où je me suis entraînée beaucoup pour mes derniers ultras. Donc il y avait aussi toute une symbolique émotionnelle sur l'attachement à ma région d'origine. Et c'était aussi me défier, me dire tente-le, tu verras ce que ça donne. Il n'y a pas une marque encore de mise en place, donc tu auras tout au moins une première marque qui sera établie. Et puis tu verras jusqu'où ton corps peut aller. Parce que sur l'UTMB, c'est une remarque que m'a fait mon mari, c'est que de ravito en ravito, il voyait les visages marqués, la fatigue était présente. Il dit, toi, c'était impressionnant. Plus ça avançait, et on voyait pas de différence. On ne pouvait pas dire à quel kilomètre tu étais. Tu n'étais pas, ton visage n'était pas marqué. Donc je savais que l'effort 24 heures devait bien passer par rapport aux 100 miles de l'UTMB, où c'était très bien passé. Et je sais que mon corps est capable de garder une même allure pendant des heures et des heures. Donc ça, c'était une force pour moi, et je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. Je le tente. J'ai rien à perdre, juste à vivre un grand moment aussi, parce que dans ma tête, c'était je réunis des gens autour de moi. On avait un contexte Covid où on n'avait pas le droit de se réunir, mais ça commençait à se détendre sur le mois de septembre, donc je savais que je pouvais réunir quand même des pacers avec moi, et puis des gens qui pouvaient passer moi. Donc on est le 30 août, j'appelle mon mari qui lui était parti faire une divide en vélo avec un copain, donc un peu aussi sur des trucs spécifiques, et ils étaient en galère totale, et je lui dis, je vais tenter un record, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, super, c'est bien, c'est super. Et là j'ai raccroché en me disant, bon, je vais me débrouiller toute seule pour l'organiser, parce que là il rentre dans une semaine, et si je le fais, il faut que je le fasse en septembre. Je savais qu'avec le Covid en octobre ce serait plus possible, et puis la météo elle serait moins bonne. Donc mon idée est partie de là, et j'ai tout de suite commencé à contacter les personnes qui géraient les terrils, parce que c'est des choses qui sont aussi classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc je pense pas qu'on puisse avoir des autorisations si facilement, mais j'ai eu une chance aussi incroyable, c'est que dès que je contactais quelqu'un, j'avais une réponse très rapidement, et tout le monde voulait m'aider. J'ai réussi à avoir un chronométreur comme ça aussi le lendemain, qui m'a dit, je me rends dispo, même si j'ai un autre événement, il n'y a pas de problème. Et avec le responsable donc du site de Neulémine, il m'a dit, je t'accueille les bras ouverts, je me débrouille, je demande des autorisations à la préfecture, t'as pas à t'embêter avec ça par rapport justement au Covid. L'équipe est là, on t'attend, tu viens t'entraîner quand tu veux. Donc je suis allée tester la semaine suivante la pente, c'était une pente à 23%. Donc mon mari avait fait un petit peu les calculs, il adore les maths, il me dit c'est la pente qui devrait être le mieux. J'avais tenté un autre terri, mais j'avais pas eu l'autorisation, donc c'était sûr que ça allait être là-bas, à Neulémine. Et puis j'ai aussi eu la chance d'avoir une maman qui m'a géré tout ce qui était ravitaillement. Elle a fait toutes les courses. Je lui ai dit je veux ça. Elle a pas mal cuisiné. Parfois des trucs que j'aurais peut-être pas dû manger, mais elle a été hyper balèze aussi là-dessus. J'ai eu du monde qui a répondu présent. Donc j'avais juste l'impression d'être chef d'orchestre, en me disant j'ai 3 semaines pour préparer ça, et que le jour J tout soit mis en place. Donc c'était très court. Je travaillais aussi en même temps, donc je faisais ça le soir, j'allais m'entraîner les week-ends juste avant, parce que le gros problème, c'est que je m'avais pas du tout fait d'entraînement spécifique. J'avais pas utilisé mes bâtons depuis très longtemps. J'avais fait le trail de la Vanoise en août, et j'avais pas pris de bâton. Enfin, j'étais vraiment pas du tout portée sur cet objectif. Et donc, je pense quand même qu'au final, ça m'a peut-être aidé, parce que j'ai pas eu de stress. J'ai eu le temps de penser vraiment au défi la veille au soir, en me disant tout est cadré. Maintenant, faut y aller. Et donc j'avais vraiment cette chance, je pense, de pas avoir eu le temps d'y penser pendant des mois, qui a peut-être été un avantage au final pour réussir à aller au bout.
Tu disais que quand tu as regardé justement donc ce tableau là des performances et que t'as vu que donc Patrick Bohard le tentait, Aurélien le tentait et que aucune femme était présente. Est-ce que toi dans ton justement dans ton objectif c'était d'aller battre justement Patrick et Aurélien ou est-ce que c'était d'aller simplement illustrer un record au moins pour les femmes, que les femmes soient aussi présentes dans la liste? En fait, je suis partie en me disant, sur le long distance, je suis persuadée que les femmes, on a quand même un gros avantage par rapport aux hommes. Après, c'est physiologique, hein, on a une masse grasse qui est bien plus importante, donc je pense qu'on a des ressources aussi plus importantes sur le long distance, et que plus la distance est longue, plus le niveau va être nivelé en fait. Et je voulais un petit peu prouver aussi que j'aurais peut-être pu atteindre la barre d'Aurélien à l'époque. D'ailleurs, mon chronométreur avait mis en place un pourcentage d'atteinte de l'objectif d'Aurélien. Et ma stratégie aussi là-dessus, c'était assez particulier, mais c'était plus pour ne pas avoir le comptage de tours en perpétuelle redondance dans ma tête. J'avais dit à mon mari, je veux pas voir le chronométreur, je veux pas voir où j'en suis, je veux pas avoir de notion du temps, mais quand je te demanderai j'en suis où, il me parlait en pourcentage. T'es à 23%, t'es à 40%. Par rapport aux 17 525 mètres d'Aurélien. Et c'est comme ça que j'ai eu l'approche. Et au moins, j'étais coupée totalement de la réalité, de la notion du temps. J'ai bien vu qu'il commençait à faire nuit, hein. J'avais des petites notions quand les copains venaient pour l'apéro. Je me suis dit, là, il va être 19h. Mais ça m'a permis aussi d'avancer dans le défi heure par heure sans voir le temps passer. L'idée, c'était quand même d'approcher le record d'Aurélien, essayer de faire un max pour m'en approcher, essayer de le battre, pourquoi pas, mais j'étais déjà très contente d'avoir une marque au-delà des 16 000 mètres, quoi. Ouais, c'est super intéressant, Elise. Ce que tu dis là, c'est vraiment cette approche d'avoir uniquement les datas en pourcentage. Ça te permettait vraiment de rester dans le présent et pas de te projeter. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, quand je m'étais entraînée, j'avais deux semaines, 2 week-ends pour m'entraîner, donc j'avais vraiment fait des gros volumes le samedi, le dimanche, du 5 heures, et j'avais compté les tours. Et je me souviens, j'étais passée à 70 tours, et là j'ai dit, il est hors de question que je compte les tours. Le jour J, c'est un truc qui va me démotiver si je sais que j'en ai plus de 300 à faire. Donc c'est comme ça que le cheminement est passé, et le comptage de tours était vraiment trop difficile. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée du pourcentage par rapport à l'objectif fixé par Aurélien, en disant on tente le tout pour le tout, c'est l'objectif principal. Ah, c'est énorme, c'est vraiment incroyable. C'est une drôle manière de voir ça, mais j'ai vécu un peu l'expérience quand Mathieu Blanchard il avait fait ses 10 000 mètres de dénivelé positif sur le Mont-Royal. Donc tu sais pour remettre en contexte, c'est une pente qui fait à peu près 100 mètres de dénivelé positif c'est vraiment très très court là, c'est quelques kilomètres. Tu vois, en comparaison, il a fait ses 10 000 mètres sur à peu près je pense 70 kilomètres ou quelque chose comme ça. Donc c'était assez pentu, assez technique. Et c'est vrai qu'on comptait un petit peu les loops et parce qu'ils s'arrêtaient, tu sais, mettons tous les 10 montées pour faire une pause ravitaillement un petit peu plus solide et tout ça, et que il y avait la table avec la personne qui notait les tours, tu vois, pour comptabiliser tout ça. Donc c'était très procédurier et c'est vrai que moi je l'ai accompagné j'ai fait je pense 2000 mètres de D+, tu vois, avec lui, et où on comptait chacune des montées, et je me disais tiens, c'est quand même lourd quand t'es surtout au début de process. Ça peut être très très dur sur le mental, quoi. Exactement. Je pense que ça peut démotiver très rapidement. Pour revenir sur le choix de ton spot là, tu mentionnes donc tu sais, t'as regardé avec ton mari, calculé, tu sais, une pente à 23%, tout ça.
c'est quoi les conseils pour bien choisir son spot pour faire un tel record, tu vois? Et est-ce qu'il y a des règles à respecter pour que l'endroit où tu fais le record soit justement homologué? Alors en fait, là, moi, je devais faire, c'était plus fallait faire un contrôle sanguin avant, après. Il fallait contacter, donc c'est Fred Bouchot de Trail Endurance Mag qui gère tout ça. Il tient les données, et donc il y avait un cahier des charges à respecter. Il y a pas après de prérogatives sur la pente, il y a rien. Après, c'est vraiment juste le cadre sur le contrôle antidopage, bien avoir un chronométreur officiel, avoir les données, transmettre les données à Fred pour qu'il valide. Et au niveau pourcentage, nous c'était plus pour la rentabilité, pour être sûr d'être optimisé au maximum. Et c'est vrai que le 23 entre 20 et 25%, je pense que c'est le meilleur combo pour réussir à aller au bout, parce que si la pente est trop importante, la fatigue doit quand même atteindre des cuisses, et je pense que sur la fin, ça devient compliqué, quoi. Ça atteint les cuisses plus sur la descente ou sur la montée? Sur la descente, c'est des douleurs qui sont extrêmes. Les pieds aussi, c'était des douleurs extrêmes. Après, en descente, on se laisse aller plus facilement qu'en montée où il y a vraiment l'effort à faire, mais on passe par des phases douloureuses incroyables, quoi. Et donc, en fait, le secret, c'est que tu veux du pentu, mais pas trop, pour être capable quand même de t'économiser finalement sur la partie descente, économiser tes quads, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est comme ça que tu as déterminé que 23% pour toi, c'était un peu la pente idéale, quoi. Voilà, c'est là où ça devrait tenir. Après, j'ai été coincée, j'avais un autre terri, il était un peu plus pentu, mais j'ai pas eu l'autorisation avec cette histoire de classement à l'UNESCO, quoi. Sur les 24 heures, est-ce que tu avais une stratégie particulière? Est-ce que tu t'es dit bon, je vais partir conservateur, puis je vais un peu appuyer un moment, ou est-ce que tu te disais c'est comme c'était quoi ta stratégie de course? Dans tous mes ultras, en fait, je sais que j'ai une capacité à tenir le même rythme très 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 longtemps. Si j'ai pas de pépins, voire même accélérer sur l'UTMB, j'ai accéléré à la fin. Enfin, je sais que j'ai une chance d'avoir le corps qui répond, que je fais un petit peu ce que je veux. Donc là, moi, j'avais comme stratégie de garder le même rythme. Je suis partie un petit peu vite pendant 2 heures. J'ai mon mari qui me disait, mais ralentis, tu vas beaucoup trop vite par rapport au pronostic. Mais après, on a envie, on a l'impression, en fait, qu'on est un lion en cage toute la veille au soir, toute la nuit, et quand le moment arrive, on a juste envie de se dire, tout ce qui est fait n'est plus à faire, donc je suis en forme, j'enchaîne, mais ça m'a pas été préjudiciable, heureusement. Mais c'est vrai que je suis partie sur un trop gros rythme, mais après, au bout de 2 heures, voilà, j'ai trouvé mon rythme de croisière, et puis je l'ai tenu pendant 16 heures. J'étais sur les bases du record d'Aurélien pendant 16 heures. Et à partir de la nuit, j'ai commencé à avoir des problématiques, des grosses douleurs dans le ventre. Donc, j'arrivais plus à m'alimenter. J'ai eu très peur de devoir du coup abandonner, parce que si j'arrivais plus à m'alimenter, il y a plus d'énergie. S'il y a plus de carburant, on peut plus avancer. Et j'ai réussi à m'en sortir. Donc ça, c'était aussi mais ça a été un stress pendant un long moment, pendant cette nuit-là, à me dire, mais je vais jamais tenir jusqu'à 13h le lendemain. Jusqu'au dimanche 13h, ça va être très compliqué. Mais j'ai réussi, grâce à des petites astuces, on pourra en parler après, je pense, au niveau nutrition, qui m'ont permis de tenir jusqu'au bout. Ça, c'est bien. Ça, c'est du croustillant. On a hâte d'entendre un petit peu là, sur la partie nutrition. Ça va beaucoup nous intéresser. Donc là, commençons un peu à nous rendre dans l'aventure là, en pleine immersion. Donc, tu t'apprêtes à partir là pour réaliser tes 278 fois la même boucle. Comment tu te sens à ce moment-là sur la ligne de départ? C'est quoi l'ambiance? C'est quelle heure? Il y a qui autour de toi? Quelle est la température? Dis-nous tout là. Alors, il est samedi, 13h. J'avais défini 13h pour que le dimanche, je puisse avoir quand même pas mal de personnes autour de moi pour l'arrivée. On est le 20 septembre. Bon, normalement, dans le Nord, le 20 septembre, il fait pas très chaud. Et là, il faisait une température d'au moins
25 degrés, donc grosse chaleur, mais c'était pas un problème pour moi, j'adore la chaleur. Je préférais ça qu'une grosse pluie ou une nuit très froide. Donc il annonçait très chaud même la nuit, donc ça m'allait bien. Des choses qui auraient pu déranger d'autres personnes, moi c'était cool, il fait beau, ça va être parfait. Donc des conditions météo impeccable. Je pars de la maison en voiture. Il y a ma maman qui est là pour faire le ravitaillement, mon mari, et j'avais deux amis aussi avec moi. J'avais aussi naturellement, des amis se sont proposés de me suivre pour me motiver. Donc des pacers, tout simplement. On m'avait contacté pendant plusieurs jours et ces personnes-là m'ont dit tu nous dis quand est-ce qu'on court avec toi, et je leur ai dit non, vous venez quand vous voulez et puis ça se fera, ça s'organisera, mais ça je veux pas gérer, je veux que ça reste naturel, je veux que ce soit, je veux imposer à personne de devoir venir à telle ou telle heure. Et donc j'avais deux pacers, même trois pacers qui sont restés vraiment l'intégralité des 24 heures, qui sont beaucoup reliés. Je pense qu'ils ont aussi battu leur record de dénivelé tous les trois. Et eux ils étaient, c'était mes anges gardiens quand même. Ils m'ont motivé aussi. Parfois c'était assez dur et la technique bâton, j'avais tendance à m'avachir et donc à chaque fois ils me disaient redresse-toi. Et plein de petites motivations en intégralité avec ces personnes. C'était aussi pour moi hyper important d'être entourée pour vivre l'aventure, parce que je voulais aussi qu'il y ait un côté émotionnel pour moi, mais aussi pour les autres. Quand on remet le contexte où il se passait rien en 2020, c'était aussi le moyen de réunir des gens que j'aime, des gens avec qui je partageais des choses l'année d'avant et que là on nous avait interdit de partager des choses. Et donc ils étaient là. Donc au départ quelques journalistes, les amis, et le site où je suis, le site de Loisinor. Donc il y a une piste de ski sur le côté. C'est un site qui est assez particulier. Il y en a très peu en France, mais ça permet à des personnes qui veulent appréhender le ski avant d'aller à la montagne de pouvoir le faire sur ce terrain. Et donc ils ont une équipe, donc toute l'équipe m'a accueilli. Ils avaient mis une sono, ils m'avaient mis de la peinture au sol pour m'encourager avec des petits bonhommes. Et je suis arrivée, je me suis dit rien que pour eux, j'ai pas le droit de me louper. Ils sont là le samedi, ils bossaient pas, ils sont là, ils sont venus travailler, ils sont venus m'encourager. Il y avait une ambiance en fait. Dès que je suis arrivée, j'ai senti une ambiance et j'étais pas stressée. Bizarrement, je pensais que j'allais stresser, mais non. Donc je me suis il me restait 1 heure, je me suis assise, j'ai regardé tout le monde qui s'affairait à organiser le ravito, et là j'ai dit, là pour ces gens-là, t'es obligé d'aller au bout. Tu fais ton maximum. Donc j'étais dans cette ambiance-là. Le départ, donc j'ai mis en place le bracelet avec le chronométreur, on a tout cadré. Le petit coup de pistolet a été lancé, départ, et puis après je me suis pas arrêtée. Je me suis juste j'ai fait 2 pauses. Là, je sais aussi que ça peut impressionner, mais j'ai fait que 2 pauses. Une pause pipi vers 23h et une autre pause pour desserrer en fait le bracelet justement qui était à ma cheville, mais qui me serrait vu que forcément on fait de la rétention d'eau, donc on gonfle et ça me lacérait. Et j'ai changé de chaussures aussi en 1 minute ou 2 minutes, quoi. Donc au total, j'ai vraiment fait très peu de pauses. J'avais une technique aussi d'alimentation qui s'est mise en place, mais pas prévue non plus, pas organisée. C'est en fait, je marchais avec les bâtons et mon mari me nourrissait. Donc il avait une assiette, donc ça faisait sourire. Mais il avait une assiette, il me dit tu veux quoi? Et donc je lui disais je veux ça, et hop il me nourrissait, ça me faisait gagner du temps. Et pareil pour les boissons en fait. Est-ce que ça faisait vraiment partie de ta stratégie justement de te dire il faut jamais que je m'arrête, que je sois tout le temps en mouvement, peu importe quoi, je marche, j'avance pour ne pas perdre de temps justement? C'était une des clés de la réussite? Alors, en ultra, je fonctionne comme ça, je fais des ravitaillements express. C'est toujours ce que je dis, j'arrive, je prends ce que j'ai besoin et je remplis les flasques et je repars. Et ça peut choquer, mais j'aime pas faire des longues pauses. J'ai l'impression de stopper et que le corps va galérer pour repartir dans son rythme. Donc j'ai l'habitude de prendre des trucs dans la main et de partir et manger en marchant. Donc je savais que ça allait être le même fonctionnement et puis je voulais optimiser, pas perdre de temps justement sur ce que tu essayes de mettre en place et faire une pause et tu vas perdre tout le bénéfice de ce que tu as essayé de faire en montée et en galérant, quoi.
On peut rentrer un peu plus dans les détails de la nutrition là. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as mangé la semaine avant et puis la veille et pendant la course? On veut tout savoir. Alors le avant, j'ai une petite habitude avant un ultra, c'est j'ai l'habitude, je mange beaucoup de fruits et légumes, c'est déjà de réduire sur les 3 derniers jours pour éviter les fibres. Je charge beaucoup après en riz à l'huile avec des noix de cajou. J'adore ça. Et ça, je mange aussi sur la course. Mais les jours d'avant, voilà, je réduis fruits et légumes, riz, moins les pâtes. Avant, j'étais pâtes, mais on s'est bien rendu compte que les pâtes, finalement, ça avait moins de bénéfices que le riz. Donc, je passe au riz blanc la veille et les jours d'avant, riz complet. Et je mets des noix de cajou, des noix du Brésil, et beaucoup d'huile, huile d'olive, huile de noix, je varie. Et un peu de protéines quand même, bien sûr, des œufs, du poisson en général, mais pas trop de viande. Je suis pas viande. Et puis la veille, donc c'était forcément du riz. Je me souviens plus exactement, c'était du riz avec du poisson. Je pense souvent je reste sur le poisson la veille. Et puis le jour J, un départ à 13h, c'est compliqué à gérer. Je me souviens avoir pris un gros petit-déj, donc ça devait être flocons d'avoine. J'ai chargé, mes 30 sont trop chargés parce que ça sert à rien non plus de remplir l'estomac. Et c'est pour ça qu'en démarrant à 13h, j'avais dit à ma maman de me préparer des choses que j'aime beaucoup, genre des pancakes, du gâteau aux pommes, des choses que j'adore parce que je savais que j'allais avoir faim très rapidement au début. C'était un petit festin, quoi. C'est ça, c'était le plaisir. J'avais des crêpes fourrées, soit au jambon, soit au fromage, soit au sucre. Enfin, c'était le bonheur. Hein. On nourrit le mental. Et c'est ça, mais c'était un plaisir. Et j'avais vraiment cette sensation de faim au début, donc j'étais très contente de me dire, je redescends et je remange un truc. Mais j'ai peut-être trop mangé à un moment donné. Je pense que j'ai pas arrêté de manger, et c'est pour ça que la nuit, à un moment, ça s'est stoppé en me disant oula. Enfin, mon estomac a dit il faut arrêter là de continuer à mastiquer et si c'était à refaire, je pense que je ferais un petit peu moins d'apport de ce genre de nourriture qui est pas forcément digeste, et pour éviter ce genre de problème. Est-ce que tu avais un objectif de calories Non. De calories par heure, ou t'étais plus vraiment au feeling et puis au plaisir et puis de manger du solide en fait en tout temps, quoi? Au feeling et au plaisir. Enfin, ma notion dans l'ultra, il y a la récompense quand tu manges. C'est pour ça que j'adore les barnaques. Elles ont un goût, mais je me fais vraiment plaisir en les mangeant, parce que des fois tu manges des bars, tu fais trop sucré, ou le goût que là, c'est vrai que pour moi la notion de je mange, c'est un plaisir, c'est une récompense. Souvent sur des ultras, je me dis allez, là-haut tu manges ta barre, et c'est vraiment le plaisir qui est là. Donc sur ce 24 heures, c'était notion plaisir, et aux sensations, si j'ai besoin de manger, je mange. Si ça passe plus, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que les prédécesseurs avaient tous eu des problèmes gastriques, et ça se comprend aussi parce que ton estomac, tes intestins, ton estomac sans cesse en ballottage, parce que tu fais pas mal de descentes, donc ça ballotte tout le temps. Que sur un ultra, tu vas faire une montée qui est très longue, pendant 1 heure ou 2, ton estomac est au repos, que là c'était sans cesse en ballottage. Donc je pense que ton corps te le fait payer à un moment en disant oh là là, qu'est-ce qui se passe, je connais pas ce phénomène, hop, on arrête, quoi. Mais j'avais rien calculé au niveau, c'était plaisir, ouais. Ok. Et du fait, j'en conclus que tu n'avais pas nécessairement de nutrition sportive spécifique. Tu mangeais essentiellement des plats que tu avais préparés et que du solide, quoi. Aucun mélange d'hydratation spécifique ou de gel ou. Alors les gels, jamais. Je supporte pas les gels. Ça fait des pics. Ça me fait des pics, et j'ai pas ce plaisir de manger. Donc les gels, c'est des pics miette. de glycémie dans le sang, ouais. Et tu sens que t'as un moment, t'as la tête qui tourne. Donc ça, j'ai complètement stoppé depuis des années. Par contre, sur la boisson, j'étais sur du Isoxan. J'achète ça en pharmacie, Isoxan Sport, qui est pas mal équilibré, qui est pas écœurant, parce que le problème des boissons, c'est qu'au bout d'un moment, on s'en écœure. Là, je le trouve assez neutre, donc j'avais ça, du coca. Je tourne au coca, c'est une horreur. Sur les ultras, je pense que je bois des litres de coca. Donc là, c'était, il y avait une gourde coca, une gourde Isox, et c'était coca ou Isox. Donc je descendais, je disais, je veux telle gourde, mais c'est vrai que le coca, j'ai dû en boire, je
15 litres. Je sais pas combien de litres, mais c'était vu qu'il faisait chaud, ça me faisait vraiment du bien, quoi. Et nutrition, après, j'avais rien de prévu. Enfin, j'avais prévu énormément de choses, comme sur un ultra. Je prévois beaucoup de choses. Et après, je fais en fonction de l'envie, si c'est du salé ou si c'est du sucré, quoi. Sur ton défi, t'étais tout le temps en train de mâchouiller à chaque fois que tu redescendais. C'est ça. Je faisais le début de la montée en mangeant quelque chose pendant plusieurs heures. Et alors peut-être que ça m'a quand même aidé pour tenir pendant 16 heures à un rythme parfait, mais au bout de 16 heures, le corps à un moment a dit je comprends pas ce qui t'arrive là, tu t'as trop mangé ou qu'est-ce qui se passe. Enfin, j'ai bien senti il fallait que ça s'arrête, quoi. Et donc là, mais tu t'es senti ballonné ou qu'est-ce que en fait, c'était quoi tes sensations en fait justement qui t'ont fait te dire que t'avais trop mangé, quoi? Mes pacers de la nuit, je me suis excusée, j'ai passé mon temps à rôter, c'était une horreur. C'était une galère, je m'excusais pas, ils m'ont dit arrête de t'excuser. Donc je sentais bien, niveau estomac, est-ce que je vais vomir ou pas? Bah non, je vais peut-être pas vomir. Ah bah, et voilà. Mais ça a été que ça. Et on voit bien que l'estomac, il disait mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Je comprends pas ce qui m'arrive. Et une douleur. Mais je pense aussi que c'était les bâtons. J'étais avachie, une douleur entre l'estomac et les intestins, mais une barre qui m'a fait aussi souffrir. Mais l'avantage, c'est qu'on peut pas avoir mal à plusieurs endroits en même temps. Donc au moins la nuit, là, j'ai eu mal au ventre. J'ai pas senti les pieds ni les jambes. Donc c'était le bon point parce que le corps fait ressentir les douleurs à un seul endroit. Est-ce que tu pourrais dire quel aliment t'as mangé qui a provoqué ça? Je saurais pas dire, mais je pense que j'ai peut-être abusé des crêpes et des gâteaux pommes de ma maman. J'aurais peut-être dû tourner plus sur quelque chose comme les barnaques, hein. Franchement, si je les avais eus, c'est équilibré. Il y a aussi tout cet équilibre en BCA, en glucides, enfin tout est équilibré, que là j'étais sur un déséquilibre, je pense, qui était assez important, quoi. Après, t'as aussi, tu sais, j'imagine t'avais quand même une certaine diversification, tu vois, dans les aliments justement que tu mangeais pour essayer de, tu sais, de changer un peu justement les envies, puis de tester plusieurs choses et éviter une certaine fatigue justement de tes papilles. Mais il y a quand même dans tous les cas une certaine limite, tu sais, que ton corps il est capable justement tu sais, de digérer. On situe justement cette limite, tu sais, dépendamment des personnes, mais on va dire entre 250 et 400 calories par heure que tu es capable d'ingérer et de vraiment digérer dans ton système digestif. Le reste, tu sais, il y a comme une demande trop importante au niveau de tes muscles et du sang, tu sais, qui est demandé au niveau des muscles, qui fait que ton organisme dans tous les cas il peut pas le digérer. Donc il y a quand même une certaine limite en fait à pouvoir manger des grosses quantités pendant des efforts intenses. Donc c'est peut-être simplement le fait que tu avais trop mangé finalement, quoi. C'est tout à fait possible. Alors après, il fallait quand même trouver. Je sais aussi moi que j'ai besoin de beaucoup manger. J'ai un corps qui crame énormément de calories au quotidien. J'ai une génétique. Enfin, mon père fait et tout. Il mange énormément. Il est tout fin. Donc de base, j'ai un métabolisme qui demande beaucoup d'énergie. Et en ultra, si je mange pas, c'est même pas la peine. J'ai la chance d'avoir un corps qui ingurgite tout ce que je veux, mais il faut que je le nourrisse. Donc ça, je savais aussi qu'il fallait pas que je déconne avec la nourriture. C'est que c'était mon point d'orgue aussi pour aller au bout. C'est que les 24 heures, fallait que ça tienne aussi via l'alimentation. Ouais, donc, tu sais que t'as besoin de beaucoup de carburant, quoi. Ton corps consomme beaucoup d'essence. C'est ça. Et en général, j'avais jamais connu des soucis gastriques. C'est la première fois que j'avais des douleurs comme ça au ventre et où je savais pas si j'allais vomir ou pas. Et c'était une expérience aussi parce que je sais que c'est des choses qui arrivent à beaucoup de monde en ultra et c'était une expérience pour moi sur ce défi. La petite astuce, c'est mon mari qui a assuré. Quand j'ai commencé à dire je peux plus manger, il a eu la même réflexion que moi, c'est se dire il est 4 heures du matin, faut qu'elle tienne jusque 13 heures, il faut trouver une solution. Et il y avait du thé. En fait, la nuit, je buvais du thé. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il me mettait des cuillères de miel dedans. J'ai ingurgité un pot de miel sur la fin de nuit jusqu'à 13 heures. Donc, dans les flasques, il me mettait du thé. Et en fait le miel fondait dedans et le goût passait, donc ça c'était une bonne chose, mais je savais pas qu'il y avait du miel dedans, je pensais que c'était du thé, et ça m'a permis, je pense, d'aller jusqu'au bout. Et la
déshydratation, j'avais quand même la nuit, il a fait très chaud et j'étais déshydratée vers 6 heures du matin et ça, c'était du bonheur, chose qu'on ne peut jamais avoir sur un ultra trail. J'ai dit, je rêverais d'avoir du sorbet. Et là, une demi-heure après, j'ai quoi? Un bac de sorbet framboise devant le nez. Et ça, c'était un bonheur. Ça m'a reboosté aussi de se dire, mais c'est génial. Donc là, mon mari a appelé un pote. Il est à 6 heures du matin et il a pris la voiture. Il a pris le bac qui était dans son congélateur et il me l'a porté. Bon, ça, c'est impossible en ultra trail. Donc c'était un avantage aussi de ce défi, c'est de dire j'ai envie de ça et ça débarque, quoi. C'était pareil du sirop de menthe à un moment dans la nuit là où j'arrivais plus à regurgiter. Je voudrais avoir du sirop de menthe. Il devait être 3 heures du matin. Hein. Et un copain pareil qui a débarqué avec le sirop de menthe une demi-heure après. Enfin, c'est des petites choses qui m'avaient marqué en me disant mais c'est royal, quoi. C'est les gens autour aussi qui ont fait que ce record est arrivé parce que j'étais entourée des bonnes personnes qui m'ont boosté jusqu'au bout, quoi. Ah, tu t'es vraiment adapté à un moment donné où le solide passait plus du tout, t'es vraiment passé au liquide. Ouais. Et là t'as tout essayé, quoi. Genre c'est ça. Protéines, sirop de menthe. Et j'avais de la chance de pouvoir choisir parce que sur un ultra, on a sa boisson, point, quoi. Que là j'avais envie de ça, hop, ça tombait. Mais c'est vrai que le sorbet aussi a été salvateur sur tout le dimanche matin, le bac qui est passé. Et ouais, je pense que ça m'a vraiment aidé à aller au bout aussi. Attends, moi je sais pas comment tu avais la lucidité dans cet effort-là et surtout à ce moment-là, t'es au milieu de la nuit, ça fait déjà probablement plus d'une dizaine d'heures, quinzaine d'heures que t'es déjà dans l'effort et t'arrives à avoir l'envie en fait spécifique d'un sirop de menthe. Moi perso, quand je suis fracasse et que je suis en plein dans mon ultra et que je suis dans le mal, j'ai envie de rien, j'ai juste envie de me mettre en petite boule sur le côté, quoi. Je sais pas du tout comment t'arrives à avoir ce genre d'envie et de les communiquer aussi facilement, quoi. C'est là-dessus, c'est vrai que quand je dis que j'ai besoin de m'alimenter beaucoup, je sais que les signaux, faut les prendre tout de suite pour que justement le carburant passe où il faut et que ça puisse me permettre d'aller au bout, quoi. Ah, t'es créative. En tout cas, t'es créative dans tes envies, c'est incroyable. Et tu mentionnais justement, tu vois, que forcément le jour J ça a été quelque chose de nouveau d'un point de vue gastrique, tu vois. Mais est-ce que tu t'es préparé à ça? Est-ce que tu as fait dans les semaines précédentes des tests justement où tu as énormément mangé pendant l'effort pour habituer ton estomac à être capable justement d'ingérer autant de quantité de nourriture, ou est-ce que tu l'as vraiment juste découvert le jour J, quoi? Non, j'avais pas du tout préparé ça. J'avais franchement plein de choses à penser pour ce record. J'ai pas du tout été dans ce détail. Peut-être eu une erreur, hein, mais j'ai tellement aussi l'habitude en ultra, j'ingurgite tout ce que je veux à n'importe quel moment. J'ai jamais eu de problème. Je me disais, ce sera pareil, j'aurais pas forcément de problème. Mais je savais quand même que les prédécesseurs avaient eu tous des problèmes gastriques. Donc, j'allais dans l'inconnu en me disant peut-être que ça t'arrivera. Et oui, c'est arrivé. Et ça a été un stress parce que je savais pas comment mon corps allait réagir vu que je l'avais jamais vécu. Mais après, manger en quantité, je suis une grosse mangeuse, donc mon estomac est quand même habitué à manger en quantité, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait, selon toi, que t'as plus de chance entre guillemets, a priori là, selon ce que tu dis des autres personnes qui ont testé ce type de défi de 24 heures là, des plus des moins. Mais qu'est-ce qui crée en fait ces inconforts gastriques? Parce que tu avais l'air de dire que la plupart des personnes qui ont testé ce défi-là ont eu le même problème, alors que a priori, déjà pour toi, vous n'êtes pas des personnes à avoir des problèmes nécessairement sur des ultras classiques. Est-ce que le format de course, justement, a quelque chose de spécial qui fait que ça peut entraîner plus de problèmes gastriques? Avez-vous réfléchi ou eu des commentaires par rapport à ça? Alors moi, j'ai essayé d'analyser. Je pense vraiment que le fait de monter, de redescendre tout de suite, de remonter, de redescendre, en fait, le corps est toujours en action, et mine de rien, la descente, l'estomac, les viscères, les intestins, ils sont sollicités, ça ballotte énormément. Chose que sur un ultra, on va avoir tendance à faire une montée pendant 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, en mode rando course. Donc on court, on marche, et la descente va arriver, mais
plus tard que là, c'est tout de suite, on enchaîne, on monte, on descend, on monte, on descend. Et donc, le corps est toujours en prise. Et donc, il y a toujours ce phénomène d'être secoué, quoi, comme une bouteille d'orangina en permanence. Et je pense que ça bloque aussi le processus de digestion parce que ça bouge dans tous les sens et le corps n'est pas habitué à ça, quoi. Il faut un minimum de repos pour que ça se passe bien, je pense. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus, Élise, tu sais, dans ce moment-là où t'es super mal, t'as des problèmes gastriques, t'en peux plus, tu songes à abandonner, combien de temps ça dure et qu'est-ce qui se passe dans ta tête et comment tu te remets de tout ça? Qu'est-ce qui fait que tu reviens après sur un état d'esprit positif et que tu dis, je vais le faire, je vais aller jusqu'au bout? Alors aller jusqu'au bout, enfin c'était obligatoire, sauf voilà si je commençais à vomir et à plus pouvoir avancer. Mais là j'ai mes pacers qui me motivent, j'ai mon mari qui me motive aussi. Donc je continue d'avancer et j'essaye de faire abstraction de ces douleurs. Enfin, c'est comme en ultra, à un moment, si tu veux aller au bout, il faut oublier la souffrance. Donc j'essayais de faire abstraction et je pensais au lever de soleil parce ça démarrait vers 3h30, 4h du matin et je me disais à 6h il fera clair et ça ira mieux, ça ira forcément mieux et il y aura les gens qui vont revenir te voir, ça va te booster et j'ai essayé de faire abstraction du reste de la nuit qui est le plus difficile, hein, parce qu'on est un petit peu tout seul, même s'il y a des copains qui sont là, les plus proches, mais il y a pas toute cette le dimanche matin, c'était juste fou, quoi. Il y avait une foule qui m'encourageait, c'était dingue. Enfin, j'en ai des souvenirs incroyables. Et j'attendais ça, en fait. C'est ce qui m'a permis aussi de faire abstraction de ces douleurs et puis de me dire, de toute façon, faut faire avec et tu vois si ça tient. Mais pour moi, il fallait que ça tienne et je voulais pas abandonner. À aucun moment, j'ai pensé à abandonner. Tu t'es vraiment mis un point d'ancrage, le lever de soleil, faut que je tienne jusque-là, puis tu sais qu'après il y aura du monde et que tu vas repartir après. C'est ça, à partir de 6h, il y a des personnes qui sont venues m'encourager, c'était même rigolo, je me dis mais il est 6h du mat, ils ont rien d'autre à faire le dimanche matin que de venir me voir. et ça s'est enchaîné, il y a beaucoup de monde qui passait, qui faisait sa sortie vélo, donc des groupes qui venaient me voir, je m'attendais pas du tout c'était juste des connaissances, mais ils venaient passer une demi-heure à m'encourager et il y a eu tout un défilé, j'ai même eu la caserne de pompiers locale qui est venue avec les sirènes et moi, je me suis dit, il y a quelqu'un qui a fait un malaise, ils viennent. Et en fait, non, j'ai eu un défilé de 20 pompiers qui est monté avec moi faire un aller-retour. Enfin, c'était dingue, c'était que des surprises. Et c'est comme ça qu'après le reste du temps, après cette nuit-là, le dimanche matin, c'était juste dingue parce que on n'avait pas communiqué sur l'événement avec ce contexte Covid pour pas qu'il y ait trop de monde qui vienne, mais ça s'est su la veille et du coup le dimanche matin il y avait une foule incroyable qui était là jusqu'à 13h pour m'encourager et c'est ça qui m'a fait tenir, c'est clair, j'en suis persuadée, c'est le côté humain autour de moi, les émotions qui ont pu être transmises, que ce soit moi pour eux et inversement eux pour moi qui m'ont permis de tenir jusque 13h, mais c'était des souffrances sur lesquelles le mental a pris le dessus, quoi. Ouais, ça t'a nourri et c'était impossible pour toi d'abandonner. Pour toutes les personnes qui étaient là autour de toi, c'était une source énorme d'énergie, quoi. Je me disais, mais ils ont autre chose à faire que le dimanche matin, que de venir voir une nana qui est en train de faire des allers-retours sur un terril. Donc s'ils sont là, faut pas que tu les déçoives. Mais donc ton choix quand même de partir à 13h, il a été assez clé finalement dans la réussite aussi de ton épreuve, parce que quand t'es mal et que t'es au milieu de la nuit, justement c'était important de pas être parti par exemple à 6h du matin au lever de soleil la veille, parce que les 6 dernières heures auraient pu être vraiment plus difficiles, quoi. Exactement, ça c'était une stratégie aussi, hein. Ça faisait partie, l'horaire était très important, ouais. Très très intéressant. Je voudrais revenir sur, t'as parlé tu sais, tout à l'heure de la différence entre le riz et les pâtes. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça sur ton expérience et puis sur qu'est-ce qui change entre les pâtes et le riz? Alors j'avoue que les pâtes, pendant des années, je vais pas dire que c'était mon alimentation de base, mais systématiquement déjà le samedi matin, on faisait une grosse sortie vélo et donc c'était si tu fais une grosse sortie, il faut manger des pâtes la veille. C'était ancré en moi-même. Et après
on regarde un petit peu plus en détail l'apport des pâtes. Et on se dit, par rapport au riz, il y a moins d'avantages. C'est du gluten. Mon mari a une petite intolérance au gluten. C'est aussi pour ça que je me suis un petit peu renseignée et essayé de changer des choses. Et on se rend compte que les pâtes c'est pas le meilleur, le riz c'est bien mieux, les pommes de terre c'est top aussi. Et j'ai commencé à diversifier un petit peu jusqu'à de quasi ne plus consommer de pâtes parce que je trouve qu'on ingère déjà énormément de gluten avec le pain, avec les gâteaux, avec je cuisine pas mal à la maison et je fais pas mal de pâtisserie et on en mange déjà bien assez. Donc je préfère me tourner sur le riz qui a beaucoup de vertus, beaucoup plus de phosphore, de minéraux en parallèle que les pâtes où on reste sur une notion historique et qui est même pas prouvée, quoi. T'avais déjà trop de pancakes et puis de crêpes à manger pendant la course. Ouais. C'est ça. C'est intéressant aussi, c'est que tu disais que tu prenais beaucoup de noix de cajou, de noix du Brésil. Ouais, tout ce qui Ça est fait partie de ton alimentation? Oui, tout ce qui est oléagineux, oléagineux et graines, c'est tous les matins je mange une grosse poignée, soit des amandes, des noix du Brésil, je diversifie en noisettes, tout ce qui existe et même le soir, j'en remets ça apporte tellement de bonnes choses, c'est des bonnes graisses, c'est plein de minéraux, c'est une mine pour le sportif, je trouve que c'est indispensable. Tu le mentionnais tout à l'heure, mais à l'époque, t'étais pas une athlète NAC, donc tu connaissais pas encore les produits de NAC, tu vois, sur cette épreuve-là. Maintenant que tu connais NAC et que tu utilises donc les produits, qu'est-ce que tu aurais fait différemment sur l'aspect nutrition et comment tu penses que NAC pourrait t'aider justement dans ce défi-là si c'était à refaire? Je sais que les bars, moi c'est les chocolats peanut butter, mais pour moi c'est un délice. Je me fais plaisir à chaque fois que j'en mange une, c'est vraiment ma favorite. Là j'ai fait un ultra il y a 3 semaines, je me régalais à chaque bouchée. En fait je les cloisonne en 3 et je savoure vraiment chaque bouchée. Et ça je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien parce qu'en plus elles sont bien équilibré quand on regarde ce qu'il y a dedans, c'est hyper équilibré. Il y a de la protéine, c'est aussi des choses qu'on met souvent de côté quand on s'alimente sur des efforts longs. Et les barres caféine, c'est clair que ça aurait été du bonheur, quoi. Parce que le coca, le thé, c'est bien, mais ça m'aurait, je pense, boosté l'équivalent d'un café par bar, ça m'aurait vraiment vraiment boosté. Ah, c'est super, c'est un excellent feedback. On a aussi les boissons d'hydratation qui vont arriver en France bientôt. C'est ce que j'allais dire, je les attends. Ouais, le but en fait c'est de reprendre vraiment, tu vois, tout ce qui est justement nutrition solide et de l'adapter dans du liquide et pour la première fois justement d'intégrer des protéines et des BCAA dans de la nutrition liquide, ce qui a encore été jamais vu. Donc ça pour nous c'est hyper important et tu mentionnais que la protéine est souvent laissée de côté dans l'ultra distance et c'est vrai et c'est aussi beaucoup d'études scientifiques en fait démontrent tout simplement que on a besoin d'acides aminés essentiels et donc de protéines pour alimenter de l'ultra distance. Donc c'est vraiment clé de pouvoir rajouter un petit peu de protéines dans des mesures qui soient j'allais dire assez raisonnables. Donc on va viser à peu près un 8 grammes de protéines, 8 à 10 grammes on va dire de protéines par heure dépendamment du poids et puis évidemment des conditions météorologiques aussi, mais c'est quelque chose d'ultra important. Et puis pour le trail que tu mentionnais tout à l'heure là, j'imagine que c'est le trail des coursières que tu as gagné, le 110 km. Oui, c'était. Je faisais un petit trail il y a 3 semaines qu'elle nous dit. Mais non, ça s'est super bien passé. Ça faisait plaisir de redémarrer dans des bonnes conditions avec des super sensations et une bonne alimentation. Donc j'avais pas encore pu tester vraiment sur les ultras, les bars. Et ouais, non, c'était du bonheur. Là, la petite barre Mocha là. À 6h du matin, c'était pareil, c'était du bonheur, quoi. Donc ouais, je pense que les bars m'auraient peut-être aidé, je sais pas, mais la boisson aussi, j'ai hâte vraiment de la tester parce que je pense que j'ai compris aussi, pour la petite histoire, que les protéines étaient hyper importantes. J'avais mis les protéines de côté, je mangeais plus de viande, je mangeais du fromage, mais pas trop d'œufs, pas trop de poissons, et je me suis vraiment rendu compte là depuis 2 ans que c'est
indispensable pour réussir à aller au bout et puis se sentir solide. Je vois une grosse différence depuis que j'ai réintégré les protéines. Maintenant, je mange un œuf le matin. Ça m'a changé vraiment. Je sens une grosse différence. Donc ouais, les protéines indispensables. Ne jamais mettre de côté l'aspect protéines quand on fait du long. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et justement sur l'aspect récupération, est-ce que tu as une routine de récupération après un tel événement ou après tes entraînements en règle générale? Après les entraînements, je mange une glace. C'est ma petite récompense en rentrant. Je vais me chercher une grosse glace parce que je m'entraîne souvent sur l'heure du midi en fait, donc je rentre, il est 15-16 heures, donc c'est parfait. Je brunch en général le week-end, je m'entraîne et voilà, je rentre à cette heure là. Et après non, j'ai pas de routine. Me faire plaisir quoi. Là sur le trail des Coursières, on est reparti avec mon mari. Il me dit mais t'as envie de quoi? Je fais une pizza. Donc on s'arrêtait à Annecy, manger une pizza quoi, complètement improbable. Il était 22h, quasi 22h30, mais ouais, j'avais envie d'une pizza. Non, j'ai pas de routine, c'est selon l'envie quoi. Super, tu sais écouter ton corps, c'est ce qui compte. Ah bah il faut, on n'a qu'une vie hein. C'est clair. J'ai une question un peu plus générale pour toi. T'es une passionnée d'aventure, de plein air. Là récemment t'as fait un trip avec ton mari, je crois, de 470 km, 7200 mètres de D+, en vélo. Oui. Donc en 20 heures. Est-ce que tu peux nous dire un peu de ce que ça t'apporte dans ton quotidien de faire des sports d'endurance? Alors ouais, c'est des vacances, c'est les vacances qu'on préfère, on dit ça le backpacking. Et en fait, c'est le sentiment de liberté qui en découle, c'est juste énorme. On se sent mais vivant, j'avoue. Enfin, c'est le terme que j'ai employé, c'est vraiment se sentir vivant. Parce qu'on pédale, on est au milieu de la nature, on découvre des paysages exceptionnels, on traverse des régions. Moi, il y a des régions que je connaissais pas l'Aubrac, le Larzac. En fait, on est parti de la maison de Torrenglière et on a fini à Montpellier en naviguant un peu large. On a fait 9 départements et j'avais vraiment envie de découvrir l'Aubrac et la Lozère. Ça me tenait à cœur. Et donc, on se nourrit encore une fois, je trouve, des paysages pour avancer sur ce genre d'effort qui pour nous en fait n'est pas un effort. J'ai fait de l'entraînement spécifique en endurance sans m'en rendre compte parce que c'est que du plaisir. On s'arrête quand on a envie, on fait une pause, justement on mange une glace, on mange une crêpe, on mange une pizza en fonction de l'envie, en fonction du lieu où on est. Il y a pas d'obligation, pas de stress horaire, personne nous attend et c'est là où on se sent libre. On n'a pas le téléphone, et on voit beaucoup plus de choses quand on est sur un vélo que quand on est dans un véhicule où on n'a pas la même appréhension du paysage. Est-ce que tu as d'autres aventures comme ça qui sont prévues bientôt? Dès qu'on peut, on repart en backpacking. On en a déjà fait un il y a un peu plus d'un mois, qui était beaucoup plus court, mais c'est Après là, je vais me préparer à l'UTMB. Donc les vacances d'été vont être particulières parce que ça va vraiment être les blocs d'entraînement pour l'UTMB spécifique. Mais c'est le mode de vacances qui pour moi est le plus beau quand on aime l'ultra, enfin que ce soit en vélo ou en course à pied. C'est une expérience où en plus on partage ensemble et on revient de vacances. On a passé quasi l'intégralité des vacances ensemble. On a l'occasion en plus de voir des amis qui sont dans telle ou telle ville, on s'arrange pour passer les voir. Enfin mais ouais, non, dès que possible, on repart, mais priorité à l'UTMB cet été. Ouais. Ça c'est le gros highlight de ton année 2022, c'est l'UTMB. C'est l'UTMB, ouais, parce que l'an dernier j'avais le dossard et grosse frustration. Il y a quasi un an là, dans 10 jours, je m'explosais le bassin en vélo. J'ai chuté en vélo et j'ai eu triple fracture. Donc l'été a été très compliqué. J'ai passé un mois à l'IT, donc j'ai ma revanche. J'ai ma revanche parce que l'an dernier, j'ai tellement été frustrée de pas pouvoir profiter pleinement et puis c'était mon objectif de l'an dernier, donc il est reporté à cette année.
Et tu as réussi quand même en l'espace d'un an à revenir à ton niveau et à passer à travers justement ce processus de récupération post-blessure qui est pas toujours facile à vivre, tant mentalement que physiquement, quoi. Non, c'est pas facile, très difficile. J'en fais une analyse après parce que quand on est dedans, on se dit ça va aller. Non, je reviens. J'ai recommencé à courir en septembre et j'avais le report de dossard sur le mute que j'avais eu de 2019, non 2020 pendant le Covid. Donc il y a eu plusieurs reports et j'avais le dossard pour novembre. Et c'était un petit peu mon challenge de me dire, je me donne ça en objectif pour novembre et puis je le ferai en randonnée s'il faut, mais de toute façon, je vais borner ici, tant que je suis à la montagne. C'est quand même un profil où on doit énormément marcher. Sauf que sur le mute, je me suis rendu compte qu'il me manquait énormément de renforcement musculaire. C'est les descentes qui m'ont énormément fait souffrir. Et j'en ai chuté 3 fois et j'ai eu des genoux dans un état déplorable. Donc j'ai abandonné au centième kilomètre sur 115, mais j'en ai fait le bilan donc en décembre en me disant que cette blessure était quand même hyper compliqué pour revenir en pleine forme, et j'ai retrouvé la forme réellement en mars, où j'ai commencé à refaire du spécifique. J'ai refait aussi de la plio, du renforcement musculaire pour retrouver cette solidité que j'avais réellement perdue, mais je m'en étais pas rendu compte sur le coup. C'est quoi de la plio ? Alors de la plio, c'est pour se renforcer sur les descentes, en fait, au niveau des chevilles, au niveau musculaire. Enfin, c'est vraiment un entraînement spécifique pour se solidifier, quoi. Axé sur tout ce qui est proprioception. C'est et ça. Justement. C'est que des exos très chiants, très 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 chiants, des séances pas rigolotes, mais il faut les faire. J'avais complètement arrêté aussi ce genre de séance et ça m'a remis. Je me suis fait coacher aussi par Patrick Bringer et qui m'a remis à ça, et je me suis vraiment rendu compte. J'avais besoin aussi qu'on me cadre pour reprendre confiance en moi, parce que mine de rien, ça m'a fait un peu perdre confiance. Et non, là, j'ai pu voir que la solidité était revenue. Ouais, c'est top. Et tu mentionnais tout à l'heure justement que tu avais de vraies prédispositions justement pour du très long, parce que tu mentionnais ton visage qui se marque très peu durant l'effort, que tu arrives à maintenir un rythme constant pendant des heures. Est-ce que tu penses à aller justement au-delà du 100 miles, et est-ce que tu penses à des aventures beaucoup plus longues comme on a pu voir Courtney de Walter qui fait des 300-350 km, ce genre de choses-là? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Pour le moment, je vais dire non, parce que je pense quand même qu'il faut faire attention à sa santé, et que je vois quand même après l'UTMB, le corps est marqué. J'étais beaucoup plus marquée sur le 100 miles, où le corps s'habitue. Peut-être j'en ferai l'expérience là au mois d'août, voir comment va se passer la récup, mais il faut vraiment garder en tête aussi qu'on a qu'un corps, qu'il faut en prendre soin. Et pour moi, au-delà de 100 miles, je pense qu'on tape quand même dans l'organisme, ou dans ces cas-là, faut faire une seule compétition de ce genre par an, mais pas coupler ça à d'autres ultras, quoi. Je pense je veux garder aussi cette notion de je prends soin de mon corps, parce que c'est des efforts qui sont quand même particuliers. Déjà 100 miles, c'est hyper particulier, là où il y a plusieurs décennies, on disait un marathon par an, pas plus, parce que c'est trop. Là, on est arrivé sur des choses où on fait 3 ou 4 ultras par an. C'est devenu dingue. Et bon, pour moi, la limite, c'est 3 ultras par an, pas plus. Je m'interdirais toujours d'en faire plus. Et déjà 3, je trouve que c'est déjà pas mal. Il y a un bon équilibre, je trouve, dans ce message. Est-ce que tu as un message d'ailleurs à faire passer à la communauté là ? Eh ben, je dis toujours, j'ai aussi, après, j'ai un contexte, on va dire, particulier. J'ai perdu mon frère dans un accident de voiture quand j'avais 14 ans. Je pense aussi que j'en suis venue à l'ultra à cause de ça, parce que ça m'a forgé un mental, on va dire. Ça m'a mis une carapace à l'époque, parce que quand t'as 14 ans, tu te prends ça dans la tronche. Enfin, faut remonter la pente, et je pense que ça m'a beaucoup aidé sur l'ultra. Et j'ai un credo, c'est qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc c'est pour ça aussi que me lancer ce genre de défi comme les 24 heures, c'est je me sens vivante là sur ce moment-là. Je me crée une tranche de vie, parce que il y a plein de journées dans la vie, on va jamais s'en souvenir. Et c'est des moments sur des ultras, sur des défis sportifs, c'est des moments dont même quand on est en retraite, on se dit ah ouais, ce jour-là j'avais fait ça, et c'est une tranche de vie qui est mémorable. Et c'est ça que j'aime bien
dans la vie, c'est se créer des tranches de vie. Et c'est ça le message que je veux faire passer, c'est créez-vous des bons moments dont vous allez vous souvenir toute votre vie, parce que vous savez pas de quoi demain est fait. Heureusement qu'on sait pas, mais tant qu'on peut le faire, faut le faire, tout en restant dans la mesure et pas dans la démesure. Mais il faut se créer des moments à soi où on se sent vivant. Donc ça, c'est aussi la façon de voir la vie. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Élise, pour 2022 ou pour la suite? Que tout se passe comme le mois de mai s'est passé, que ce soit sur mon ultra où j'ai eu des sensations excellentes, que dans la vie perso où tout se passe bien. Donc que ça continue comme ce mois-ci. Un bel équilibre entre le personnel et le professionnel. C'est ça. Merci beaucoup à Élise pour sa participation au 2e épisode de Ultra Distance. Quels sont les apprentissages qu'on a fait pendant cet épisode, Mine? Moi, ce qui m'a vraiment marqué avec Élise, là, c'est l'importance de la communauté et de toutes les personnes qui étaient autour pour la remotiver, parce que mentalement, ça pompe énormément de jus, là. C'est ultra prenant physiquement, mentalement, et ce qui l'a vraiment fait tenir, c'est toute l'équipe, tout le crew qui était autour d'elle. C'est vraiment ce qui m'a marqué. Et toi, Will? Tout à fait. Je trouve que c'est un peu comme justement dans l'épisode avec Mathieu, où on voit l'importance en fait d'avoir des gens autour de soi pour driver justement toute l'énergie et aller chercher justement cette volonté d'aller au bout de l'effort et de ne pas abandonner. On voit vraiment que dans le cas d'Élise, c'est ce qui l'a tenu, ce qui l'a poussé à aller au bout, et ça c'est vraiment hyper intéressant. On a aussi un énorme apprentissage sur la partie nutrition. On voit que la préparation à la nutrition et la connaissance de soi à la nutrition se fait tous les jours, hein, même dans des nouvelles expériences. Enfin, je veux dire, Élise, elle a une énorme expérience dans tout ce qui est trail, avec justement beaucoup d'ultra derrière la ceinture. C'est quand même drôle de voir qu'elle découvre encore des nouvelles choses lors d'un défi comme le 24 heures qu'elle a fait, et qu'elle a capté que finalement elle avait une certaine limite dans ce qu'elle était capable d'ingérer pendant son effort, quoi. Ouais, ce qui m'a marqué, c'est que elle a testé beaucoup de choses. Elle a vu aussi que elle a remplacé par exemple les pâtes par le riz. Elle a une alimentation très très équilibrée, et aussi ce qui m'a marqué, c'est qu'à un certain moment, elle était plus capable de manger des trucs solides, et il y a uniquement le liquide qui passait, et c'est là où elle a mentionné après 16 heures là. Donc elle se nourrissait de thé, un mélange de thé avec du miel, du sirop de menthe. Donc ouais, elle est vraiment passée en nutrition liquide à un certain moment. Ouais, c'est là que tu vois que c'est important de vraiment varier les goûts et les textures pour éviter cette fatigue. Tu sais, peut-être que si elle l'avait fait plus tôt dans son effort, ça aurait peut-être justement eu encore un meilleur effet sur sa performance. Mais c'est sûr que d'éviter cette fatigue, c'est hyper important. Et enfin, ce qui m'a marqué aussi, c'est le fait que elle s'est vraiment mis un point d'ancrage. Un moment, quand c'était dans le dur, elle s'est dit, ce moment dans le dur, il va passer. Je vais avoir un high, et ce moment-là, elle a attendu le lever du soleil. Donc c'était vraiment très très stratégique pour elle de commencer à 13h pour se dire, voilà, un moment il va y avoir le lever de soleil, ça va être le dernier tronçon de mon aventure, et je vais avoir toute la foule qui va être là pour me pousser sur la fin. Ouais, c'est un gros effort de visualisation en fait, parce que elle s'était préparée à ce moment-là, le moment où elle allait être dans le dur. Et sa délivrance, c'était le lever de soleil. Et elle allait tout faire pour tenir jusqu'au lever de soleil. Et après le lever de soleil, c'est l'énergie du soleil, c'est la chaleur qui tape sur la peau, qui vient finalement nous donner l'énergie nécessaire pour aller au bout de l'effort. Et l'arrivée, comme on le mentionnait dans le premier point, du crew et de toutes les personnes autour qui sont venues lui donner les ressources nécessaires pour aller au bout, quoi. Bon, c'était génial. Un grand merci. Vraiment hyper intéressant. Merci encore à Élise pour cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode d'Ultra Distance et que vous souhaitez nous aider, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner sur toutes les plateformes de streaming, de noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et finalement d'en parler autour de vous et de partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous, et on se voit dans un prochain épisode d'Ultra Distance.